Bonjour. Je souhaite tout d'abord vous remercier pour votre présence à tous, les étudiants et les enseignants. Je salue la présence des inspectrices pédagogiques de l'enseignement fondamental, Mesdames Sabine Andriane et Florence Capitaine. Merci aussi à la directrice du département pédagogique de la HEL, Madame Christine Géron, pour nous avoir permis d'organiser la conférence dans les locaux de la Haute École et aux collègues qui nous ont aidés dans l'organisation de cette soirée. C'est au nom du Centre coopératif de recherche et de formation à la pédagogie Freinet que je m'adresse à vous. C'est une ASBL que nous avons créée il y a bientôt 3 ans pour soutenir et renforcer la pédagogie Freinet à Liège. Parmi nos activités, nous proposons chaque année une conférence thématique en lien avec la pédagogie Freinet. Avant de présenter notre conférencière, je souhaite dire quelques mots sur le contexte actuel. Le pourquoi il nous paraît si important de faire mieux connaître les enjeux de la pédagogie Freinet, notamment à travers les conférences. En Belgique, nous bénéficions jusqu'à présent d'une assez grande liberté pédagogique. C'est ce qui nous a permis de créer des écoles Freinet à Liège, à Gand ou à Bruxelles. Mais jusque quand ? Le pacte d'excellence et la mise en œuvre des plans de pilotage qui en découlent ont amené un lexique néolibéral dans le champ scolaire. Le recours au cabinet de consultance international McKinsey n'y est bien sûr pas étranger. Aujourd'hui, pour parler de l'école, on utilise les mots gouvernance, pilote, management, indicateur, travail collaboratif, leadership partagé, enquête qualité et bien d'autres. Rappelons que le pacte vise la mise en place d'outils, de méthodes ou dispositifs confirmés ou testés dans le cadre de recherches scientifiques qualifiées de rigoureuses. Il vise une éducation fondée sur des preuves, sur des interventions éducatives dont l'efficacité a été prouvée. Mais de quelle efficacité parle-t-on ? Mesure-t-on uniquement les compétences en lecture ou en maths ? Ou bien aussi la capacité des élèves à réfléchir, à coopérer ? Et que dire d'un enseignement qui vise l'émancipation des élèves ? Est-ce important ? Les courants pédagogiques conservateurs sont toujours bien présents. Et nous devons y faire face et résister avec des arguments solides. Beaucoup d'enseignants choisissent la pédagogie Freinet non seulement pour sa dimension pédagogique, mais aussi pour sa dimension politique, sociale, psychologique ou philosophique. Dans ce contexte, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Laurence Decoq, qui va nous présenter une conférence intitulée « Histoire et perspectives de la pédagogie Freinet ». Laurence, vous êtes historienne de formation, professeure d'histoire en lycée et chargée d'enseignement à l'Université de Paris. Vous êtes docteure et chercheuse en sciences de l'éducation. Vous avez soutenu une thèse en sciences de l'éducation sur l'enseignement de l'histoire coloniale. Ensuite, vous avez poursuivi vos travaux sur l'enseignement de l'histoire, puis sur l'histoire de l'école et des pédagogies, surtout alternatives. Plus récemment, vous vous êtes lancé dans la littérature jeunesse en fondant une collection intitulée « Les explorateurs de l'histoire » qui s'adresse aux 8-12 ans. Vous vous déclarez engagé à gauche. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, je n'en citerai que quelques-uns parmi les plus récents. La fabrique scolaire de l'histoire, sur l'enseignement de l'histoire, dans la classe de l'homme blanc, l'enseignement du fait colonial en France des années 80 à nos jours, école publique et émancipation sociale. Et enfin, votre dernier livre paru en 2022, Une journée fasciste, Célestin et Élise Freinet, pédagogue et militant. Cet ouvrage retrace la trajectoire d'un couple de pédagogues farouches défenseurs de l'école publique, soumis à une surveillance permanente de la part de la police et de l'administration. Ouvrage très documenté, avec une dimension romanesque, qui nous rappelle le contexte historique difficile qui a vu naître cette pédagogie. Je ne peux que vous inviter à le lire. Et je cède à la tentation d'épingler ce petit extrait.
La pédagogie inspirée par les Freinet n'est ni une méthode ni une technique dénuée de politique. Elle est le produit de rencontres entre des données matérielles, des réflexions théoriques et des positions idéologiques. En d'autres termes, il n'y a pas de pédagogie Freinet, clé en main, mais plutôt un parcours balisé par des idéaux sociaux et politiques au service desquels sont expérimentées des techniques. Mais assez parlé, nous sommes tous ici concernés, passionnés par les enjeux pédagogiques et politiques. Nous sommes impatients de vous entendre et c'est avec plaisir que je vous cède la parole. Merci beaucoup Anita, merci pour votre accueil, merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Et merci pour cette introduction qui campe véritablement le propos que je m'apprête à tenir devant vous ce soir. Alors vous l'avez compris, je suis historienne de formation. Ça ne veut pas dire que je ne pratique pas la pédagogie Freinet, que je ne me sens pas pédagogue, mais je suis plutôt venue vous parler d'histoire. Je suis venue vous resituer l'histoire d'un couple, et pas simplement d'un homme. Donc d'un couple, Célestin et Élise, que vous avez en photographie derrière moi, non pas tellement pour vous raconter leur histoire, et je suppose qu'il y a un certain nombre de choses que vous connaissez, mais pour redonner une historicité à ce que l'on appelle la pédagogie Freinet. J'ai mis des guillemets, on verra pourquoi j'ai mis j'ai mis ces guillemets-là, je vous l'annoncerai dans la suite. En tout cas, voilà, pour redonner une forme d'historicité, pour les resituer, un contexte, une conjoncture, parce que finalement, la connaissance de ce qu'ont entrepris ces deux personnes, je crois qu'elle est sans cesse porteuse de principes de réactivation. Et le contexte politique qui a été campé là par Anita et que l'on pourrait transposer à bien des égards sur le cas français prouve que vous allez voir les combats et les réflexions d'Élise, Célestin et de toutes celles et ceux qui l'entouraient ont encore une très très forte actualité. Alors, Anita parlait de romans, tout ce que je vais vous dire est vrai. Ce n'est pas fictionnel, et même le livre dont elle parlait, donc qui s'appelle Une journée fasciste, je vous expliquerai d'où vient ce titre-là, même l'histoire que je raconte est évidemment entièrement tirée des archives, donc entièrement vraie. Et je le précise parce que il existe en revanche une légende autour de Célestin Freinet. Et cette légende, elle a ceci de particulier que c'est surtout Élise, sa femme, qui en est à l'origine. Alors, dans le livre d'Élise, qui est un peu le livre phare, qui s'appelle Naissance d'une pédagogie populaire, elle campe un récit qui est encore le récit que l'on entend aujourd'hui, qui est peut-être celui que vous avez en tête d'ailleurs, et ce ne serait pas anormal, puisque c'est vraiment le récit qui se perpétue. Alors ce récit, c'est quoi ? C'est Célestin, blessé de guerre, qui prend son premier poste après la guerre et qui est diminué de 70% de capacité respiratoire. Et il se trouve donc face à une classe des années 20, donc une classe forcément très agitée, et il n'arrive pas à tenir, il est fatigué, il manque de souffle. Et au bout d'un moment, il se dit, il faut que je trouve une pédagogie qui me permette de tenir devant ces enfants. Et alors il casse son estrade. Vous connaissez ce geste, peut-être, en tout cas peut-être le racontez-vous à vos étudiantes et à vos étudiants. Il casse son estrade et il décide qu'il va tout changer. Il ne sera plus comme ça, debout en majesté sur son estrade face à des enfants censés lui obéir aveuglément. Il va mettre quelque chose en place qui à la fois permette de maintenir une forme d'autorité, mais en même temps aussi de se préserver. Et alors Élise, lorsqu'elle raconte cette histoire, elle la raconte évidemment avec un lyrisme beaucoup plus accentué que le mien. Lorsqu'elle dit, par exemple, que voilà, il avait le flair du berger, il avait cet instinct qui jauge les unités et le troupeau et qui est la lente réminiscence de sa vie de pâtre provençal. Donc magnifique, vous voyez ce petit berger blessé qui se retrouve devant une classe et puis qui a ce talent et cette initiative de briser son estrade pour mettre en place et inventer une pédagogie. Alors,
le coup de l'estrade, je l'ai retrouvé nulle part, dans aucune archive. Donc je ne suis pas du tout certaine que ça ait existé, et plus le temps passe, et plus je pense qu'il n'y avait pas d'estrade. Donc je pense que tout ça est complètement faux. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que même si, effectivement, Célestin est né dans les Hautes-Alpes, il est né dans un milieu rural. Pour autant, si vous voulez, sa fibre pastorale n'était pas si évidente que ça, quand il était petit ou même quand il est entré à l'école normale. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en revanche, très rapidement, Célestin s'est politisé. Et il s'est politisé notamment en entrant en guerre. Ça, c'est quelque chose que les historiens de la Première Guerre mondiale ont très largement montré, à quel point des jeunes appelés, et surtout ceux de l'école normale, qui était aussi d'ailleurs un lieu de politisation. À l'école normale, c'est là où on faisait son cursus pour devenir instituteur. En entrant en guerre, donc, il se politise. Il se politise par le contact, il se politise par le refus d'être en guerre, il se politise par la contestation, etc. Et lorsqu'on lit les mémoires de la fille d'Élise et Célestin, donc Madeleine Freinet, eh bien, Madeleine est assez claire sur la politisation de son père. Elle dit que toute sa pensée d'éducateur s'est construite par révolte contre ce que les nationalistes ont fait subir au peuple et aux soldats dans cette période étant la période de la Première Guerre mondiale. Il se politise tellement que dès le lendemain de la guerre, malgré sa blessure à laquelle il survit, il écrit dans des revues qui sont des revues très engagées. Et en particulier, l'une des premières revues dans lesquelles il écrit, c'est une revue qui s'appelle École émancipée. C'est une revue syndicaliste révolutionnaire. Et déjà, dans cette revue, il y a tous les ingrédients de ce qui va constituer la charpente politique de sa pensée. Et en particulier, cette idée que cette jeunesse qui est sortie de la guerre, comme lui d'ailleurs, eh bien, il faut tout faire pour qu'elle n'y rentre plus jamais. Et c'est donc aussi à ce moment-là que sa fibre pacifiste et antimilitariste se met en place. Il ne faut plus qu'elle y entre, et pour cela, l'école a sans doute son rôle à jouer, et c'est pour cela qu'il produit un certain nombre d'articles. Alors là, je vous ai mis juste un extrait, mais il produit un certain nombre d'articles dans École émancipée. Il en produit aussi dans la revue Clarté, qui est la revue d'Henri Barbus, qui est aussi une revue très engagée d'après la Première Guerre mondiale et très engagée pacifiste. Élise aussi s'est politisée très tôt. D'ailleurs, sa fille, Madeleine, disait que Élise était plus révolutionnaire que son père. Et elle raconte une anecdote qui est que Élise, à table avec ses parents, en 1922, lorsque Lénine est mort, a pleuré. Pleurer sur la mort de Lénine, c'est quand même pas commun, quand on est dans un petit village des Hautes-Alpes. Voilà. Donc, Élise, elle lit École émancipée, elle lit Clarté, et c'est par le biais de ces lectures engagées qu'elle tombe presque amoureuse d'une plume. Alors là, je romance un peu, parce que j'en sais rien, mais en tout cas, elle se dit, je vais écrire à ce gars, parce que ce qu'il écrit, c'est formidable. Donc, elle lui écrit des lettres, et leur relation commence comme cela, en fait. C'est une relation épistolaire, et puis un jour, ils se croisent sur les quais de la gare de Grenoble, et tout commence. Mais donc, c'est la rencontre entre un homme et une femme politisés, et pas un pasteur illuminé et une femme en béate admiration devant son mari. Ceci étant dit, lorsque Élise et Célestin commencent à enseigner, alors dans les archives, on a leur rapport d'inspection. C'est assez jubilatoire, je vous avoue, d'avoir les rapports d'inspection de Élise et de Célestin Freinet. Et alors, ils y sont tous. Et lorsqu'on lit les rapports d'inspection, alors là, je n'ai mis que des extraits, mais ce qui est très étonnant, c'est que les premières années d'enseignement, aussi bien dans le cas de Célestin que dans les cas d'Élise, on a des cours qui finalement sont des cours assez classiques.
Hein. L'inspecteur, alors celui qui allait voir Célestin Freinet, c'était l'inspecteur Causse, c'est devenu mon copain lui, parce qu'à force de lire ses rapports d'inspection, il est très attachant, et donc il aimait beaucoup Célestin Freinet, et il aimait beaucoup aller dans ses classes et regarder ce qui se passe, et les rapports sont très élogieux. Alors, évidemment, c'est des rapports de débutants, donc c'est plutôt encourageant, on va dire, hein, plutôt encourageant que élogieux. Mais voilà, il dit c'est pas trop émietté, il y a un programme mensuel, bon, qui est un peu chargé, c'est normal, tous les profs qui débutent veulent toujours en faire trop, mais il y a une préparation sérieuse, il y a une bonne discipline, elle n'est pas brusque, les enfants conservent leur spontanéité. Là, je vous mets juste un extrait, mais on a plein de choses comme ça sur l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage du calcul, et c'est vraiment une classe tout à fait traditionnelle et une pratique pédagogique tout à fait traditionnelle. Dans le cas d'Élise, alors là, je pense que l'inspecteur est tombé amoureux d'elle, et donc il a des mots qui sont absolument, là pour le coup, très élogieux. Hein. Il lui dit qu'elle est extraordinaire. Alors là, j'ai juste pris un passage, hein, mais en gros, il lui dit qu'elle est extraordinaire et que vraiment, même à la limite, hein, il se demande pourquoi elle est devenue institutrice, parce qu'elle avait la fibre pour devenir même une grande artiste. Et c'est d'ailleurs cet inspecteur qui va la pousser à aller faire un an d'école d'art à Paris. Bon, des débuts qui, vous voyez, sont des débuts de jeunes enseignants. Hein, on pourrait tout à fait les mettre dans cette catégorie d'une histoire, du collectif d'instituteurs et d'institutrices après-guerre, des gens politisés, des gens à gauche, mais des gens qui ne sont pas dans la logique d'en découdre avec l'institution, de subvertir le système, etc. Hein. En revanche, une vraie réflexion sur l'école et une vraie réflexion sur ce qu'il serait possible de changer dans cette école. La date qui est un peu une date d'inflexion, hein, qui est une date importante, c'est l'entrée dans la classe de la fameuse presse, hein, donc de la fameuse imprimerie. C'est 1924. Alors, on peut le dater parce que à ce moment-là, Célestin et Élise décident de créer un petit bulletin de liaison qu'ils appellent l'imprimerie à l'école. Et ils sont tout contents de cette entrée d'une nouvelle technique dans les classes. Hein. Alors, cette technique, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas nouvelle. En réalité, comme on sait que Célestin Freinet était un grand lecteur, on suppose, mais ça je ne peux que le supposer, qu'il en a entendu parler dans sa lecture d'autres pédagogues qui l'ont précédé. Et en particulier, on sait que parmi les pédagogues, notamment de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, celui qui a utilisé l'imprimerie, c'est Paul Robin, hein, qui a été celui qui a dirigé l'orphelinat de Sampuy et qui a été aussi un compagnon de route de Ferdinand Buisson, donc quelqu'un qui a vraiment réfléchi à la pédagogie. On sait également, peut-être vous le savez, alors je ne sais pas ce que vous savez pas, hein, donc je fais comme si vous ne savez pas, hein, c'est le principe du pédagogue. On sait en tout cas, on dit en tout cas, et Célestin Freinet le disait lui-même, hein, que son livre de chevet, c'était le livre d'Adolphe Ferrière qui s'appelle L'école active. Donc c'est quelqu'un qui se tenait très très au courant, hein, des parutions pédagogiques et qui était pris aussi dans une mouvance, j'en parlerai tout à l'heure, qui est celle de l'éducation nouvelle. Donc, si vous voulez, son entrée de l'imprimerie dans la classe, c'est pas tellement le pasteur illuminé, hein, vous l'avez compris, mais c'est une volonté de tester, d'expérimenter, et le terme est très important, hein, de tester, d'expérimenter une technique qui avait déjà été expérimentée par d'autres avant lui. Et lorsqu'il fait entrer l'imprimerie dans la classe, il continue à être inspecté, parce qu'à cette époque-là, ils étaient inspectés souvent, je peux vous le dire. Hein. Et les inspecteurs trouvent ça formidable. Trouve ça super, donc ils regardent. Là, je vous ai mis encore une remarque d'un rapport d'inspection. On est en 1924. Alors, l'inspecteur, il raconte ce qui se passe. Donc, il a tenté une innovation. Il encourage ses élèves à imprimer les résumés. Célestin Freinet le faisait en classe avec l'inspecteur, devant l'inspecteur, pour lui montrer. Lui-même, d'ailleurs, il était très content. Et puis, la seule critique que l'inspecteur Causse fait, et qui va être une critique qui va revenir assez souvent, c'est que c'est chronophage, quand même.
Tous ces petits-enfants qui doivent aller déposer les lettres, se mettre d'accord sur le texte qu'il va falloir imprimer, et puis l'imprimer, etc. Alors, vous savez, l'inspection, elle aime bien que les choses soient faites en temps et en heure, et donc c'est toujours ce stress que le programme ne soit pas terminé. Donc la critique qui est faite, c'est que c'est chronophage. Ce n'est pas une méchante critique. Donc vous voyez que du point de vue de l'entente avec l'institution, 1924, on est plutôt dans de la coopération, on pourrait dire. En tout cas, on est dans du dialogue qui est assez fluide entre l'institution et Célestin Freinet lui-même. Alors, à partir du moment où ce bulletin, l'imprimerie à l'école, commence à être imprimé de façon plus régulière, et à ce moment-là, Célestin Freinet publie régulièrement dans son imprimerie à l'école. Alors au début, c'est vraiment une feuille de chou, recto verso, et il raconte ses expériences d'imprimerie, de texte, etc. Et autour de lui commencent à s'agréger quelques instituteurs et institutrices, ils sont 5-6, et puis petit à petit, pardon, faut que je bouge pas, c'est ça? Faut que je l'éloigne? Ah, ok, je pensais qu'il fallait que je le laisse coller, que je laisse coller. Ah, c'est trop fort, pardon. En plus, j'ai une grosse voix. Personne ne me dit, vous êtes gentil. Je suis en train de vous étouffer depuis tout à l'heure et personne ne me dit rien. C'est mieux comme ça? Ok. Ah, je vais recommencer depuis le début, tiens. Donc à partir de là, se met en place un collectif de d'abord 5-6 personnes, et puis ensuite une dizaine, ça ne devient jamais énorme, et qui eux aussi se procurent une presse. Alors dans les premiers numéros, on voit, il dit voilà, vous pouvez vous la procurer en faisant ci, en faisant ça, etc. Puis ils racontent aussi leurs expériences, etc. Donc ils se constituent, et c'est fondamental pour comprendre ce que l'on pourrait appeler la pédagogie Freinet, il se constitue un collectif. Il n'y a pas de pédagogie Freinet sans collectif. Donc toute forme d'héroïsation ou d'assignation à un seul personnage de cette pédagogie est un peu hors sujet, dans la mesure où il ne peut pas y avoir de pédagogie sans collectif. Et c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment un dialogue, pas plus qu'un dialogue d'ailleurs, des discussions qui se mettent en place à l'intérieur même de l'imprimerie à l'école et qui sont imprimées elles-mêmes, dans lesquelles vous avez un instit de telle ville qui dit ah bah tiens, là je l'ai essayé avec les tout petits, c'était vraiment utile, ça a bien marché, ou au contraire d'ailleurs, je ne suis pas très convaincue avec les classes enfantines, est-ce qu'il vraiment il faut qu'on continue, puis avec le dessin c'est pas pareil, etc. Donc vous voyez, on est dans du coopératif, et c'est ce qui va donner naissance, mais ça j'imagine que vous le savez, à ce qu'on va appeler la CEL, la coopérative d'enseignement laïque. À ce moment-là, le cœur de la réflexion de Élise et Célestin Freinet, c'est le texte libre. Et plus précisément d'ailleurs de Célestin plus que d'Élise, parce qu'Élise c'est plutôt le dessin libre. Le texte libre, il est, comment dire, une sorte de pilier de la pédagogie Freinet. Je suppose que vous le savez, c'est un principe qui est particulièrement intéressant pour deux raisons. D'abord, la première chose, c'est l'appel à la spontanéité de l'enfant, c'est la foi dans la créativité spontanée de l'enfant, ce qui plus tard deviendra la fameuse méthode naturelle, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est son articulation avec le fait d'être imprimé. Et lorsque Célestin écrit que ce texte libre, lorsqu'il est imprimé, il élève à la dignité les pages imprimées de la pensée des enfants. Il élève à la dignité leurs sentiments, le récit de leurs actes. Ça, c'est un sentiment qu'on a tous eu, ce côté, le passage de nos textes, du texte manuscrit au texte imprimé. Maintenant, évidemment, c'est sur ordinateur, etc. On a l'impression que tout à coup, le texte échappe. Et que donc la dimension extrêmement individuelle, affective, qui se lie à travers la calligraphie, les fautes d'orthographe, etc., tout à coup, ça devient abstrait,
ça échappe, l'enfant est presque dépossédé pour que le texte prenne un caractère universel. Et il prenne un caractère aussi de dignité, c'est-à-dire la dignité qui va faire que ce texte, on va pouvoir le partager. En fait, d'un point de vue pédagogique, c'est énorme. Et quand on s'adresse à des enfants, et c'est le cas, j'y reviendrai, qui sont en difficulté, c'est encore plus énorme. Parce que, évidemment, ces enfants-là n'ont pas l'habitude que leur texte soit élevé à la dignité d'être lu par d'autres. Par leur père d'abord, mais aussi par leur famille, et puis, vous le savez, par d'autres classes. Donc, ce texte libre, il faut vraiment le penser comme ça, c'est-à-dire à la fois ce qu'il dit de ce qu'est le fondement théorique, philosophique, psychologique de la pédagogie freinée, mais aussi, surtout, ce qu'il en fait lorsque ce texte est imprimé. Là, on voit bien que la technique est vraiment mise au service de la philosophie et de la théorie. Alors, Élise a essayé de le théoriser concernant le dessin. Et elle est à l'origine, dans l'imprimerie à l'école, dans la revue L'imprimerie à l'école, elle est à l'origine de très beaux textes sur le dessin libre. Ce n'est pas la seule, il y avait sa sœur aussi qui faisait ça avant qu'elle meure prématurément, et elle faisait ça avec des petits. Et donc, elle a véritablement réfléchi à ce qu'on appellera un petit peu plus tard l'art enfantin. Le deuxième point qui se met en place aussi dans ce milieu des années 20, donc vraiment dans la foulée de l'entrée de la presse de l'imprimerie dans les classes, c'est le fichier scolaire coopératif. Très rapidement, dans les revues, vous avez, alors c'est toujours présenté en plus comme quelque chose de très enthousiaste, c'est-à-dire on a une idée formidable, parce qu'évidemment on ne va pas utiliser les manuels scolaires traditionnels, parce qu'il n'en voulait pas, c'est vrai, mais aussi parce que les gamins n'avaient pas les moyens d'en avoir, il ne faut jamais oublier ça. Et donc, le fichier coopératif, c'est ce qui va permettre de se passer de manuel, en demandant donc aux enfants de faire des fiches cartonnées. Alors, il y a des descriptions très précises sur comment on va le classer. Moi, j'ai regardé pour l'histoire, évidemment, mais comment on va le classer par thématique, dans quel boîtier on va le mettre, etc. Et puis, comme son nom l'indique, chacun y contribue. Et puis, on peut aussi réutiliser les fiches des années précédentes, etc. Mise en place également, toujours dans cette perspective de dignité du texte imprimé, de revues, on peut appeler ça des revues d'élèves, et les deux premières, qui sont les plus célèbres, c'est La Gerbe et Les Remparts. Mise en place ensuite des correspondances interscolaires, très tôt, Freinet et Élise ont voulu donner à leur réflexion une dimension très universelle. Je vous rappelle, là j'en parle pas, mais je vous rappelle que Freinet était aussi un praticien de l'espéranto. Et que dans ces revues, aussi bien l'imprimerie à l'école que l'éducateur prolétarien qui va être fondé quelques années plus tard, il y a une rubrique espéranto. Et donc, vraiment, ce désir d'universalisme presque, d'internationalisme, ça c'est certain, mais aussi d'universalisme, c'est la correspondance avec le monde entier, avec un petit tropisme, c'est vrai, pour la Russie, qu'il avait visité. Il n'avait pas visité que la Russie, il avait aussi visité les écoles libertaires allemandes, mais en tout cas la Russie, alors là, il était tombé complètement sous le charme. Il avait croisé l'épouse de Lénine, qui s'appelait Krupskaya. Il avait regardé, c'est une pédagogue, c'est une vraie théoricienne de la pédagogie, il avait regardé ce qu'elle écrit, il avait regardé ce qu'elle avait mis en place, en tout cas ce qu'on avait souhaité lui montrer, puisqu'on est en Russie dans les années 20, et il était revenu complètement enthousiaste de ce voyage en Russie. Il en a fait tout un tas de restitutions dans l'école émancipée, et il est clair que cette correspondance interscolaire, alors c'est pas un détail si je vous dis ça, vous allez voir pourquoi, cette correspondance interscolaire, elle se fait aussi beaucoup avec les écoles russes, mais pas seulement, aussi avec des écoles en France, et notamment dans le cadre de ce collectif de la CEL. Et puis, tout cela, toute cette production de travail donne naissance à, j'imagine, des supports que vous utilisez encore, qui est... Pardon, excusez-moi. Je ne vais pas tousser dans le micro parce que je vais vous tuer. La bibliothèque de travail, donc les fameuses BT. Alors là, je fais un petit point. On est à la fin des années 20.
Donc vous voyez, ça fait 10 ans à peu près, enfin un peu moins, ça fait 6-7 ans que Célestin Freinet enseigne. Il avait déjà une première expérience d'enseignement très tôt, parce qu'à l'école normale, on faisait déjà des stages. Donc ça fait 6-7 ans qu'il enseigne. Il a déjà mis en place un certain nombre de choses. Il y a déjà une coopérative d'enseignement laïque. Il a commencé à Bar-sur-Loup. Il déménage avec Élise à Saint-Paul, un petit village du sud de la France. Il arrive à Saint-Paul et là, ça ne se passe pas super bien pour tous les deux. Alors, ils sont un petit peu montrés du doigt par les villageois, pas tous, mais en tout cas par la partie bourgeoise de Saint-Paul. Et puis, il y en avait une de partie bourgeoise assez importante. Et puis par la partie catho aussi. Parce qu'Élise avait la mauvaise idée de faire du nudisme sur sa terrasse, sous les yeux du curé, qu'il prenait assez mal les choses et en plus, évidemment, il n'allait jamais à la messe. Donc, vous voyez, c'est les affaires de village. Ça a commencé à papoter, à machin, évidemment. Ils sont pas, c'est sûr, ils n'étaient pas croyants, c'est rien de le dire. Et puis, entre-temps, ils avaient adhéré au Parti communiste. Donc, la bourgeoisie de Saint-Paul commence quand même à s'affoler un petit peu, parce que la bourgeoisie de Saint-Paul, ses enfants, ils sont scolarisés à Saint-Paul. Donc, ils sont dans la classe de Freinet. Et puis, parmi cette bourgeoisie qui s'émoustille, l'un d'eux, le coiffeur, voit d'un très mauvais œil le fait de recevoir des cartes postales de Russie. Et un jour, il décide qu'il ne rendra pas la carte postale à Freinet, qui évidemment commence à lui écrire des lettres assassines en disant c'est pas à vous, c'est la carte postale de la classe, vous devez la rendre, etc. Alors vous voyez, il y a une mauvaise ambiance qui commence à se mettre en place au sein du village, et le village est dirigé par un maire qui s'appelle Joseph de Margne. On s'en fout un peu, mais j'aime bien vous raconter des histoires, et qui est d'extrême droite, et qui est très proche de l'Action française et de la Ligue des Patriotes, qui était une ligue d'extrême droite dans les années 30, très active. Et donc se fomente autour de Joseph de Margne vraiment l'idée que si on pouvait se séparer de cet instituteur un petit peu trop à gauche, un petit peu trop communiste, qui en plus se fait des choses quand même bizarres avec les gamins, notamment quand même ses correspondances avec la Russie. Si on pouvait s'en séparer, ce serait bien. D'autant que Freinet, à ce moment-là, est en grand conflit avec le maire parce que sa classe est dans un état désastreux et le maire ne la fait pas nettoyer. Et les classes dans les années 30, c'est plein de poussière, c'est le poêle pour lequel il faut faire livrer du bois. Et alors c'est pareil, le maire décide que faire livrer du bois, c'est assez secondaire en plein hiver. Donc, à chaque fois, Freinet est obligé de demander « j'ai plus de bois », etc. Sans parler de l'état des sanitaires aussi. Dans les archives, on voit bien, il décrit en détail les sanitaires. Un jour, il prend l'inspecteur par la main, il lui fait faire le tour des sanitaires. Il lui dit « c'est bon, vous avez compris maintenant dans quel état les enfants, dans quelle situation vous mettez les enfants justement pour qu'ils ne peuvent pas, tout simplement pas aller faire pipi. Il n'y a pas d'évacuation et il n'y a même pas d'ailleurs d'eau courante. » Voilà. Donc, vous voyez, il y a des questions matérielles qui sont très très fortes et qui agacent beaucoup Joseph de Margne, parce qu'évidemment, c'est sa responsabilité au maire, puisque c'est une responsabilité communale. Alors, il faut trouver un prétexte. Il faut trouver un prétexte pour se débarrasser de ce couple quand même trop subversif, de ce couple rouge. Alors, évidemment, ils vont trouver. Parce que parmi les textes libres, Freinet faisait pratiquer souvent le récit de rêve. Et un jour, un de ses élèves raconte son rêve, et c'est le fameux Diaz qui raconte le rêve. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être un petit peu flou, mais le rêve de Diaz, c'est que, aidé par Freinet, il attaque le maire et il tue le maire. Et oui. Et comme vous le savez, puisque je vous l'ai raconté, les textes sont lus à la classe. Et puis ensuite, la classe, elle doit se mettre d'accord sur le texte qui est sélectionné ou pas pour pouvoir être imprimé, parce que tous les textes n'étaient pas imprimés, donc il faut se mettre d'accord. Donc on discute, c'est tiens, si on prenait celui où on tue le maire et tout. Voilà, puis finalement, évidemment, c'est celui-ci qui est choisi. Donc il est imprimé, et qu'est-ce qui arrive au texte imprimé ? Ils partent dans les familles. Voilà, et donc ils partent chez le coiffeur, chez le maire, voilà, dans toutes les familles de Saint-Paul, quoi.
Alors, il y avait celui-ci, il y en avait d'autres. Hein. Il y en avait un autre où le gamin avait rêvé qu'il s'était enivré avec du vin de messe. Il n'avait pas non plus hyper plu, celui-ci. Et puis un autre encore où les enfants avaient rêvé qu'il fallait partir à la guerre et qu'ils ne voulaient pas partir à la guerre. Et à la suite de ce texte-là, Freinet avait lancé un débat dans la classe en demandant s'il fallait partir à la guerre ou pas. Et les enfants, ils avaient fait un petit compte-rendu du débat qui avait été imprimé. Bah, on est dans les années 30, hein, donc vous voyez, si vous voulez, c'est en matière de faut-il partir à la guerre ou pas, c'est pas consensuel le pacifisme à ce moment-là, vous voyez. Donc là, c'est du pain béni pour la bourgeoisie et la bourgeoisie catholique de Saint-Paul. Un soir de 1932, les murs de Saint-Paul sont couverts du rêve de Diaz et sont placardés des insultes contre Freinet, qui est qualifié de rouge, il faut le mettre dehors, il faut s'en débarrasser, il est dangereux, etc. Comme Freinet était communiste, il était également surveillé par la police. Parce qu'à cette époque-là, dans l'entre-deux-guerres, l'anticommunisme était extrêmement fort, et donc la police surveillait, c'est tous les, pas simplement les instituteurs, mais tous les militants communistes. Donc, de son côté, la police attendait aussi l'occasion de pouvoir embêter le couple Freinet. Donc, évidemment, on va voir une espèce d'alliance créée entre la police, l'administration, qui n'a pas forcément envie de se débarrasser de Freinet, mais qui, vous savez, l'administration, déjà, à ce moment-là, c'était pas de vague. On a eu tout un truc comme ça en France autour de cette formule pas de vague. Je ne sais pas si vous l'avez eu ici à Liège. En tout cas, quand un instituteur commence à faire trop de bruit, il faut éteindre le truc. Donc l'administration se dit, finalement, c'est pas si mal si on le déplace, hein, parce que comme ça, au moins, on aura plus de problème. Hein. Donc, vous voyez, on a finalement une coalition entre l'administration, la police, une partie du village de Saint-Paul, et au point que le 24 avril 1933, une manifestation est organisée par les habitants, enfin par une partie des habitants de Saint-Paul. Certains avaient déjà soustrait la moitié des élèves de la classe de Freinet. Ils leur avaient demandé de ne pas y aller, enfin, donc ils avaient gardé leurs enfants chez eux. Hein, les enfants étaient en grève. Donc déjà, Freinet n'avait que la moitié de ses élèves. Et ils organisent une manifestation qui est racontée en détail dans les archives, où le curé lui-même donne des crécelles aux enfants, des casseroles, ils tapent sur les casseroles et ils avancent vers l'école de Freinet, qui avait été prévenu qu'il y aurait une manifestation. Ils sont plus d'une centaine. Hein. La police a envoyé, enfin les gendarmes sont là, mais enfin ils sont 2 gendarmes. Ça crie, ça hurle, communiste, mettez-le dehors, etc. Au point que Freinet a peur, les enfants ont peur, il descend dans la cour de l'école avec un revolver. Et il cible les manifestants et il dit « Jamais je ne laisserai cette école, je défendrai mes élèves coûte que coûte ». Et évidemment, moi, j'ai trouvé cette scène extraordinaire. Et le livre dont Anita a parlé, qui s'appelle « Une journée fasciste », c'est comme ça que Célestin Freinet a qualifié cette journée. Et le livre part de cette scène, que je raconte en détail. Et à partir de cette scène, je tire les fils pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui, à ce point, a pu mettre dans un état pas possible à la fois un instituteur au point de sortir une arme et de dire « je défendrai mes élèves et cette école coûte que coûte », ce qui n'est pas rien comme geste pour un pédagogue. Hein, donc c'est énorme. Et qu'est-ce qui, dans sa pédagogie, a pu à ce point quand même irriter à la fois des familles et l'administration. Alors revenons peut-être un petit peu plus en détail sur cette pédagogie Freinet et sur la façon dont elle s'est formalisée justement dans ces années-là, dans ce début des années 30, qui sont en fait des années absolument déterminantes dans la formalisation de la pédagogie Freinet.
Vous l'avez vu, dans les années 20, il y a déjà des choses. Il y a déjà la technique, déjà. C'est important le mot technique pour Freinet. Il y a la technique de l'imprimerie, il y a déjà le texte libre, évidemment, il y a la correspondance interscolaire, les fichiers coopératifs, etc. Mais au fur et à mesure de la parution des revues, Freinet va vraiment devenir un théoricien de sa propre pratique. Et dans la revue qui va suivre l'imprimerie à l'école, qui s'appelle L'éducateur prolétarien, c'est le nom de la revue, L'éducateur prolétarien, on va voir apparaître des textes qui sont vraiment des textes théoriques et qui permettent de, vraiment replacer cette pédagogie Freinet, cette philosophie, cette pédagogie, moi je préfère, les deux vont ensemble en réalité, vous allez le voir, de replacer dans un contexte plus général. Alors, je vous le disais, l'héritage de l'éducation nouvelle, il est évident. L'éducation nouvelle, en deux mots, c'est ce courant qui s'est formalisé après la Première Guerre mondiale, dans les années 20. Il existait en réalité avant, mais dans les années 20, il se formalise. Et il se formalise autour d'un petit socle commun qui est d'abord, l'école doit servir la paix et non la guerre. C'est pour ça que c'est né après la guerre. 2, la psychologie a montré que pour qu'un enfant apprenne, il doit être impliqué dans la construction de son savoir, d'où la notion de pédagogie active, c'est-à-dire de rendre les élèves acteurs. Ça, c'est vraiment la base aussi de l'éducation nouvelle. Et 3, au centre de toute forme de réflexion éducative et de réforme éducative doit trôner l'élève. Il y a plein d'autres choses dans l'éducation nouvelle. Mais l'éducation nouvelle, en réalité, est une galaxie extrêmement clivée. Parce que l'éducation nouvelle, c'est Maria Montessori, c'est Célestin Freinet, c'est Adolphe Ferrière, c'est pendant un petit temps Steiner, c'est De Crowley, c'est Cousinet, c'est des gens qui, parfois, n'ont rien à voir quasiment les uns avec les autres, sauf ce socle. Freinet s'inscrit là-dedans. Je l'ai dit, son livre de chevet, c'était l'école active, donc il s'inscrit indéniablement dans l'éducation nouvelle. Mais Freinet, vous l'avez compris, est un militant communiste. Pas très orthodoxe, libertaire aussi sur les bords, rappelez-vous, il écrit dans l'école émancipée. Mais en tout cas, Freinet, c'est un révolutionnaire. Il a la politique chevillée au corps. Élise aussi, d'ailleurs. Et donc, l'éducation nouvelle et la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, ok, mais parfois, il trouve que c'est un peu trop gentillé. Et par exemple, Maria Montessori, ses petites turpitudes avec Mussolini, ça ne l'amuse pas beaucoup, Freinet. Et donc, il considère que l'éducation nouvelle est trop dépolitisée. Et on est dans les années 30, on est dans les années de montée des fascismes italiens, allemands. Donc à la fois, il en est et il n'en est pas. Et il n'en est pas parce qu'il veut poursuivre l'alliance entre la pédagogie et la politique. Parmi les éléments de cette alliance, il y a ce qu'il appelle, lui, c'est son expression, le matérialisme éducatif. Le matérialisme éducatif, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, la classe de Freinet qui est dans un état lamentable. Évidemment, il a théorisé ça. Il a théorisé, surtout que dans les autres écoles, c'était aussi souvent le cas. Il a théorisé en disant, mais pourquoi, lorsque c'est une école dans laquelle il y a majoritairement des enfants de paysans, l'école n'est pas entretenue? Pourquoi? Pourquoi est-ce que, lorsqu'il s'agit d'enfants pauvres, très souvent les écoles sont laissées à l'abandon? Il y aurait une majorité d'enfants de la bourgeoisie, les écoles seraient particulièrement bien entretenues. Et alors il dit qu'il y a un lien direct entre les inégalités scolaires, alors il ne dit pas inégalité scolaire, c'est pas son mot, mais il y a un lien direct entre les difficultés scolaires des enfants pauvres et le contexte matériel dans lequel on les accueille. C'est ce qu'il appelle le matérialisme éducatif. On ne peut bien travailler que dans un contexte qui lui-même est digne. Or, ce qui est offert aux enfants pauvres, c'est un contexte de travail indigne.
ils en savent quelque chose, Élise et Célestin, parce que Élise considère qu'elle a attrapé la tuberculose à cause des conditions matérielles dans lesquelles elle a été amenée à enseigner. Et de fait, Élise, à la fin des années 20, a attrapé la tuberculose, elle n'a quasiment pas repris la classe. Et à Saint-Paul, elle n'enseigne plus, Élise, parce qu'elle est encore en train de se remettre de sa tuberculose. Dans les années 30, la tuberculose, c'est vraiment la maladie qui est très, très dangereuse et très répandue. Et elle considère que c'est à cause de toute la poussière qu'elle a respirée qu'elle a chopé la tuberculose. D'où le troisième point, qui lui aussi est théorisé, cette fois plus par Élise que par Célestin, qui est ce qu'elle appelle le naturisme prolétarien. Alors, ça a un peu à voir avec le nudisme dont je parlais tout à l'heure, mais à l'époque, naturisme, ça ne voulait pas dire nudisme. Hein. Le naturisme prolétarien, c'est que Élise, en fait, a été soignée par quelqu'un qui se présentait comme médecin, mais aujourd'hui, on dirait une sorte de rebouteux, qui s'appelait Vrocko, et qui l'a soignée uniquement par un régime alimentaire de fruits et légumes. Et elle élabore, avec Vrocko, toute une théorie sur la santé, qu'il faut lire parce que c'est pas très connu ça chez les freinés, ce côté naturisme prolétarien, mais quand vous lisez, vous avez un peu froid dans le dos. Et elle est vraiment persuadée qu'il ne peut y avoir de bonne santé que d'abord évidemment en éliminant la viande, et puis simplement en mangeant des fruits et des légumes. Et pourquoi est-ce qu'elle en fait aussi un outil pédagogique? Parce que les enfants pauvres sont en mauvaise santé. Et qu'on ne peut pas non plus apprendre quand on est en mauvaise santé. Et le naturisme prolétarien, c'est une façon de dire que pour qu'un enfant puisse avoir les mêmes chances de réussite scolaire qu'un autre, il faut qu'il soit en bonne santé. Il faut apprendre à le nourrir correctement. Plus tard, quand ils auront leur école avance, eh ben, ils vont, lorsqu'il y a des gamins qui vont arriver, qui sont des gamins qui n'allaient pas bien du tout, pour eux, la seule solution, c'était un régime alimentaire. Et dans l'éducateur prolétarien, vous avez des rubriques, enfin, vous avez une rubrique qui s'appelle Naturisme prolétarien, dans lesquelles vous pouviez commander des paniers de fruits et légumes à Élise. Et elle vous faisait livrer, c'était les AMAP de l'époque, elle faisait livrer ces paniers de riz, de fruits, de figues, etc., avec à chaque fois toute une théorie sur comment soigner telle maladie, etc. La grippe, c'est ça, alors c'est compliqué, c'est une sorte de corps impur qu'il faut repurifier. Bon, sur le plan scientifique, c'est une catastrophe absolue, mais c'est intéressant qu'elle le prenne pour en faire un élément de leur réflexion pédagogique. Bien entendu, il y a aussi dans leur pratique toute une réflexion, mais ça c'est ce que vous connaissez le mieux, sur la question de l'activité spontanée de l'enfant, ce qui viendra la méthode naturelle, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, j'y reviens pas. Autre point très important que l'on voit se dessiner à ce moment-là, dans les années 30, la place d'abord, du travail. Ça, c'est quand même la marque de fabrique de Freinet. C'est pour ça que quand vous voyez des fois des écoles dites de pédagogie active dans laquelle tout est centré autour des jeux et que l'école se réclame de Célestin Freinet, ça ne va pas, parce que Célestin Freinet détestait le jeu. En revanche, il avait toute une théorie du travail. Mais c'est normal, c'est prolétarien, c'est le travail. C'est la valeur travail, comme on dit aujourd'hui dans notre débat sur les retraites. Et pour lui, c'est très très fort et c'est très très important. Et dans le travail, il met à égale dignité le travail intellectuel et le travail manuel. C'est également la formalisation et la théorisation de tout ce qui relève des enquêtes. Ça, là aussi, vous connaissez ça, il appelait ça donc le milieu, le fait d'aller enquêter, d'avoir toujours une activité en éveil et de partir de la proximité de ce qui entoure l'élève pour l'amener à faire des enquêtes. Donc, partir de la vie, c'est le dernier point, et partir des besoins des enfants. Cette pédagogie, qu'il va qualifier de prolétarienne, et que nous pouvons nous qualifier de populaire, on la voit par exemple à l'œuvre dans un document, je ne sais pas si vous le connaissez,
qui est la grande enquête de 1932. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je me trompe de bouton. Qui est la grande enquête sur le chômage de 1932. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette enquête. En 1932, Célestin Freinet décide de lancer avec les enfants une enquête sur leurs conditions d'existence. 1932, c'est un moment dramatique sur le plan économique dans le monde. C'est un chômage qui explose, c'est le cas en France, c'est encore plus par exemple le cas en Allemagne. Et donc il lance cette enquête, en fait il demande aux enfants de raconter leurs conditions d'existence. Et cette enquête, il va la publier dans La Gerbe. Donc La Gerbe, vous vous rappelez, c'est la revue d'enfants. Et cette enquête est absolument bouleversante. Si vous ne l'avez pas lue, je vous conseille d'aller la regarder. J'aimerais bien pouvoir la rééditer d'ailleurs, parce que c'est vraiment très très intéressant. On a des enfants, et notamment des enfants allemands, qui racontent, là vous voyez peut-être pas, mais je peux vous lire la fin. Si ça continue, on mourra de faim. Si ça continue, c'est la révolution. Si ça continue, c'est la guerre. Des jours entiers, on n'entend que cela et ça rend malade. Et plus haut, chômeurs, 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 pas de travail, on bricole, on jardine, on s'ennuie. Voyez-les, les chômeurs, ils sont là, etc. Et il y a toute une enquête avec des questions que les enfants pouvaient poser à leur famille ou à leurs voisins. Et vous voyez, là, on a typiquement une pédagogie populaire ou une pédagogie prolétarienne qui part à la fois de la réalité de ce que vivent les enfants, qui leur fait poser des mots dessus, qui leur montre aussi à quel point c'est une réalité partagée, et j'ai presque envie de dire c'est une réalité de classe, dans tous les sens du terme, et qui, par ce travail-là, amène aussi à réfléchir à ce que signifie la pauvreté, le chômage, la situation de détresse dans laquelle sont ces familles. Là, on a un certain nombre d'ingrédients, à mon avis, de pédagogie populaire. Alors évidemment, Freinet, et Lise aussi, mais surtout lui, ont été accusés de militer plus que d'enseigner. C'est forcément l'accusation qui pèse sur un certain nombre de pédagogues, surtout engagés, et surtout quand ils sont communistes, etc. Il a été accusé d'être un militant. La raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu ce 24 avril 1933, ils ont voulu le sortir en disant communiste, etc., etc. C'est une accusation importante, parce que si on accuse un enseignant d'être militant, on l'accuse d'endoctriner ses élèves. Et c'est très contemporain aussi, donc c'est marrant qu'on en parlait déjà, vous voyez, il y a 100 ans, mais on en parle encore aujourd'hui. Donc on l'accuse d'endoctriner ses élèves. Autrement dit, on suppose que le pédagogue en question n'est pas capable de faire abstraction de ses propres croyances politiques, et en particulier la révolution pour l'abolition du capitalisme, parce que pour le dire en deux mots, c'était ça, ses croyances politiques, qu'il n'est pas capable de faire abstraction de ses croyances politiques, et qu'en fait, toute sa pédagogie est mise au service du renforcement de ses croyances politiques. En gros, il veut faire des petits communistes. Alors l'accusation est lourde, et c'est bien sûr cette accusation-là, d'ailleurs, que l'administration va essayer de prouver pour réussir à le déboulonner. Mais l'accusation est prise à bras-le-corps par l'accusé lui-même. Et ça aussi, ce sont des textes de Freinet qu'il faut redécouvrir. Redécouvrir comment à la fois il assume d'être un militant, mais comment aussi il montre qu'il n'est pas quelqu'un qui endoctrine. Alors, dans le cadre de Correspondance, par exemple, il dit « On voudrait nous obliger, nous, éducateurs prolétariens, à faire pratiquer sans réserve l'école de classe bourgeoise. À cela, nous répondons non. » On est en 1933. Quelque temps plus tard, nous ne travaillons pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Nous préparons des hommes, des lutteurs, conscients des nécessités sociales et politiques. Et dans cette lutte, nous nous en portons garants. Ils ne sauront être que du côté de leur classe, du côté du peuple, pour l'avènement de la société socialiste, dont leur communauté est un hardi embryon. Clairement, il dit, voilà, nous, ma pratique pédagogique, elle est faite pour former de futurs révolutionnaires.
D'accord ? Donc il assume, hein, et puis c'est écrit, hein, ce n'est pas des textes secrets, hein, il assume qu'il est là pour ça. Il est dans une pédagogie subversive. Mais évidemment, là où c'est plus intéressant, c'est qu'il le théorise, et voici ce qu'il dit. Nous ne formons pas l'enfant. Nous ne formons pas l'enfant, il faut surtout l'entendre comme nous ne formatons pas l'enfant. Nous n'endoctrinons pas l'enfant, nous ne formatons pas l'enfant, nous ne formons pas l'enfant. Nous mettons à sa disposition le maximum d'éléments, d'outils, le maximum de possibilités, pour que, partant de ce qu'il est dans son milieu, il parvienne à tout l'épanouissement individuel et social dont il est susceptible. Cette définition-là, le mot n'est pas prononcé, mais c'est ce qu'on appelle l'émancipation sociale. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'au contraire d'endoctriner, accusation qui lui est faite, en réalité ce qu'il fait, c'est qu'il met à disposition les outils intellectuels dont il suppose que les enfants ont besoin pour leur permettre de se forger, il n'utilise pas non plus l'expression, mais aujourd'hui on pourrait le dire comme ça, un sens critique, un esprit critique, et se dégager, grâce à ça, de toutes les formes d'emprise, donc l'épanouissement individuel et social. Et vous voyez là, on est en 1933, je pourrais utiliser exactement la même formule pour qualifier l'émancipation sociale en 2023. Et pour déminer cette accusation qui est faite souvent aux pédagogues militants, de dire vous êtes des gens qui endoctrinent, alors que le pédagogue militant répond « moi, je suis adulte et donc constitué politiquement, et donc mes choix politiques sont faits, mais précisément, mon travail, c'est de prendre le risque que les enfants, avec tous les outils intellectuels et critiques que je leur donne, empruntent un autre chemin. » C'est ça l'émancipation. Et donc il répond ça. Alors évidemment, ça ne marche pas, hein, parce qu'en réalité, il va quand même être muté d'office, et il y a toute une histoire qui suivra, mais peu importe. En tout cas, je trouve qu'à ce moment-là, vous voyez, milieu des années 30, la théorie pédagogique de Freinet, aidée d'Élise, mais là on est vraiment c'est vraiment sa pensée à lui, est extrêmement bien conceptualisée, calibrée. Maintenant, il faut un lieu où ils se sentent entièrement libres de l'expérimenter. Et là, c'est le contexte politique, politique et administrative, qui va lui en donner l'occasion, puisque, je vous l'ai dit, il est muté d'office. Il ne supporte pas l'idée d'être muté d'office, donc il se met à la retraite. Il se met à la retraite en 1935. Et oui, on pouvait prendre sa retraite très tôt à l'époque, parce qu'il avait 70% en moins de capacité respiratoire et qu'en tant que grand blessé de guerre, il pouvait prendre sa retraite de manière anticipée. Et il va fonder son école de Vence. Et l'école de Vence va être vraiment vue comme un laboratoire, hein, il faut l'appeler comme ça, hein, comme un laboratoire pour la mise en pratique, hein, pour vraiment la concrétisation de tout cet outillage conceptuel dont je viens de vous parler. Alors, déjà, première chose, c'est une école privée, ce qui pose problème. Alors que je viens de vous dire qu'il avait défendu l'école publique arme à la main et que coûte, il la défendrait arme à la main. C'est une école privée. Évidemment, ses camarades ne manquent pas de lui faire la remarque. Alors, vous savez qu'en France, c'est pas comme en Belgique, hein, la place de l'école publique, la place de l'État dans l'éducation nationale est extrêmement importante. Hein, et on a une vraie scission, hein, entre école privée et école publique, parce que les écoles privées, et notamment dites hors contrat, sont des écoles qui sont généralement des écoles réservées à la bourgeoisie. Donc, parce que c'est cher, tout simplement. Hein, c'est entre 500, 700, 800 euros par mois. Donc, voilà, les élèves de Freinet, a priori, ne pouvaient pas se le payer. Et évidemment, ses camarades ne manquent pas de lui faire remarquer. Et lui, il est ultra mal avec ça. Il y a plein de textes dans lesquels il dit, ben oui, ça m'arrache les tripes, ça m'arrache le cœur d'être obligé de faire ça. Mais il dit, là, je suis rejeté par l'institution. L'institution ne veut plus de moi.
Je suis rejeté par l'institution et la seule manière qu'il me reste de pouvoir vraiment mettre en pratique mes idéaux, ma philosophie, etc., c'est de le faire de façon libre dans une école qui est une école dégagée de la tutelle institutionnelle. Mais ça lui brise le cœur. Alors comment est-ce qu'il s'en sort? Il dit « Je promets que ça restera une école prolétarienne. Ce ne sera pas une école de bourgeois. Donc je n'accueillerai que des enfants orphelins, dont la scolarité, très peu d'ailleurs, est payée, très peu d'argent, hein, ça ne coûtait rien, sera payée par les mutuelles ouvrières, etc. Des enfants d'ouvriers, enfin tout un tas de réseaux internationaux. Bien sûr, en 1936, il y aura aussi tous les enfants réfugiés d'Espagne, de la guerre d'Espagne. Hein. Mais il met un point d'honneur à n'accueillir à Vence que des enfants pauvres. Et donc de ne surtout pas faire payer les familles. Ce qui donne des descriptions de journées à Vence tout à fait truculentes, surtout lorsque, par exemple, arrivent 12 petits orphelins de Gennevilliers, qui est une ville très populaire du nord-ouest de la France, qui n'ont quasiment jamais été scolarisés. Donc évidemment, Élise et Célestin se disent qu'ils mangent très mal. C'est à cause de ça, hein, ils vont pas bien, parce qu'ils mangeaient trop de chocolat. Ils disent, ils mangent trop de chocolat, c'est fini le chocolat. Et à un moment donné, c'est Madeleine qui raconte ça, parce que Madeleine, leur fille, elle était scolarisée à Vence. À un moment donné, il y a un inspecteur qui arrive, et puis il y a un petit orphelin qui lui tend la main, et lui dit « Salut camarade !» Ce qui est moyennement apprécié. En tout cas, il accueille donc ces élèves. Alors c'est pareil, ils ne sont pas nombreux du tout. Hein. C'est des élèves qui ont des grosses difficultés, on dirait aujourd'hui. Mais le naturisme prolétarien, le matérialisme éducatif et toute la panoplie, on pourrait dire, qu'il avait déjà expérimenté dans l'école publique, va permettre, d'après lui en tout cas, de remédier à toutes ces situations. Alors comment? Je vais aller vite pour ne pas parler trop. D'abord par une réflexion sur l'espace. Hein. Cette école, alors on ne voit pas bien le plan, hein, mais là, ce n'est pas la faute de mon PowerPoint, hein, c'est dans la revue elle-même, le plan est très difficile à lire. Mais ce qui est intéressant dans ce plan, alors c'est le plan de l'école, alors ce n'est pas une école en fait, c'est une maison. Hein. Ce qui est intéressant dans ce plan, c'est... Ah ben non, c'est très très grand, je ne peux pas vous montrer. C'est la partie couloir. Vous voyez couloir, on voit là. Hein. En fait, les élèves, leur lieu de travail, c'est le couloir. Aujourd'hui, c'est marrant hein, parce qu'on les met dans le couloir quand ils perturbent la classe, comme on dit. Hein. Mais en réalité, lui, il trouvait que c'était le lieu le meilleur pour travailler le couloir parce que c'est justement là où on circule. Or, en pédagogie freinée, quand on veut travailler, faire des enquêtes, aller faire des recherches, etc., ben, vous le savez, on est toujours en train de circuler. On n'est pas assis sur sa chaise. Hein. Et puis, par ailleurs, ce n'est pas dérangeant qu'il y ait des gens qui passent. On n'est pas comme ça clos sur la classe qui serait un espace sacré impossible à profaner. Donc, tous les moments de mise au travail, on va dire, hein, ils se passaient dans le couloir. Et les autres salles, c'est plus des salles de travail aussi, mais de travail manuel, de travail collectif. Vous allez voir, parce que l'emploi du temps, il est super contraint. Hein. On se lève à 6h30, et alors, naturisme prolétarien, on se lève, des petites frictions, des petites sudations, si nécessaire. Enfin, Madeleine, elle dit que c'était quand même tous les jours. Hein, donc, en plein hiver, on allait se mettre d'abord, on plongeait dans l'eau froide, et ensuite, ils entraient dans une tente où il faisait très très chaud pour se faire suer. Donc, on imagine les petits orphelins de Gennevilliers, ça a dû leur faire quelque chose. Et puis après, ben, bien sûr, il y avait tout ce qui était tâches ménagères, tâches collectives, le petit-déj, les lits, etc. 8h30 jusqu'à 10h30, tout le moment de texte libre, donc selon les modalités qu'on a rappelées tout à l'heure, le calcul, la grammaire, les sciences, etc. Les fiches autocorrectives, ça j'y reviendrai, c'était à ce moment-là aussi. Puis on retourne dans les champs. Puis à nouveau, on fait de la gymnastique, naturisme prolétarien, parce c'est le corps aussi. Hein, ça, c'est très héritier aussi de l'éducation nouvelle. Hein, c'est pas simplement le naturisme prolétarien. Un enfant va bien dans sa tête quand il va bien dans son corps. Les fameuses lectures collectives à 16h30, les fameuses petites conférences qui ont été mises en place dans cette école freinée, hein, vous savez, de faire aux élèves des petites conférences à partir de la documentation disponible. Et puis chaque samedi, la coopérative des enfants libres, hein, où un
enfant élu par la classe lit le journal mural, et le journal mural, c'était là où pendant toute la semaine, les enfants avaient pu inscrire tout ce qui leur passait par la tête, leur mécontentement, leurs désirs, leurs félicitations, ce qu'ils voulaient faire, etc. J'insiste tout de suite, il n'y a pas de quoi de neuf. C'est pas pédagogie, c'est pas estampillé de l'époque. Donc c'est pas quoi de neuf. Et puis c'est pas exactement non plus le conseil coopératif. C'est la naissance du plan de travail. Alors là, vous avez un vieux plan de travail d'époque où l'élève raturait en fait ce qu'il avait déjà fait. Donc voilà, c'est l'avancée du plan de travail individuel. C'est également, je vais vite parce que ça vous connaissez, les fameuses fiches autocorrectives qui ne sont pas une invention de Freinet, mais une invention d'un pédagogue américain qui s'appelle Washburn, et qui d'ailleurs posait problème à un certain nombre de camarades de Freinet, parce que les fiches autocorrectives, ça avait un côté très mécanique. Je fais mon exercice, je vais vérifier si c'est bon. En plus, on pouvait évidemment tricher. Enfin, on a tous triché quand même, dès qu'on avait les réponses. Et puis, on y retourne, et puis voilà. Mais vous voyez ce que dit Freinet, en réalité, ce qui est important, c'est justement le côté mécanique. Voilà. Et il dit, c'est comme l'apprentissage de la bicyclette. À un moment donné, il faut que ça vienne, quoi. Donc, il faut s'y habituer. Donc, en fait, le fichier autocorrectif, ça permet ça. Et puis, plus on va vite, et plus c'est efficace. Et puis, c'est surtout avance que se met en place ce qui est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la pédagogie freinée, c'est-à-dire le fameux tâtonnement expérimental. Alors, selon les études, et notamment une thèse récente qui a été faite sur la pédagogie freinée, c'est ça qui aujourd'hui définirait, qui serait l'essence même de la pédagogie freinée, ce fameux tâtonnement expérimental. Alors, ce fameux tâtonnement expérimental, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, contrairement à ce que font les programmes scolaires et ce que fait la pédagogie dite traditionnelle, le savoir ne doit pas être découpé en tranches pour être transmis de manière scolastique, c'est-à-dire comme je suis en train de faire là avec vous, par exemple. En réalité, même si c'est transformé en exercice, dit-il, en réalité, on n'a pas besoin d'avoir d'abord l'explication, puis ensuite l'application. C'est exactement même l'inverse qui doit avoir lieu, c'est la fameuse méthode naturelle. Donc les enfants, ils ont de toute façon des capacités, ce sont des capacités innées d'apprentissage. Attention, c'est pas non plus Summerhill. C'est pas vous y allez quand vous avez envie, Yukaidi, Yukaida avec une petite fleur. Ah, t'as pas envie de faire des mathématiques, c'est pas grave, t'en feras demain. C'est pas ça. Ils ont des capacités innées d'apprentissage, mais enfin, faut les forcer un petit peu. Le travail, souvenez-vous. En tant qu'être vivant, ils ont aussi spontanément cette démarche d'enquête, donc cette démarche d'expérience. Et ce qui est intéressant dans ce tâtonnement expérimental, c'est bien sûr la dimension expérimentale, c'est-à-dire cette forme de réhabilitation, j'y reviendrai en conclusion, de réhabilitation de la possibilité de se tromper. Voilà, ce qui est évidemment fondamental. On tâtonne. Et le tâtonnement expérimental, il est valable aussi pour les pédagogues. Il n'est pas simplement valable pour les élèves. On tâtonne et il ne vous aura pas échappé qu'on se plante. Souvent. Voilà. Et qu'on recommence autrement. Voilà. Donc, ce tâtonnement expérimental, c'est vraiment pas simplement une réflexion sur la méthode naturelle, c'est aussi une réflexion pédagogique sur nos pratiques. Je n'ai pas le temps de vous parler de la guerre, il faudra lire mon livre si vous voulez. En tout cas, parce qu'Anita m'a dit 1 heure, donc là je vois que je suis déjà à 1h02, donc je vais aller vite. Après la guerre, en tout cas, guerre pendant laquelle Célestin a été un peu vacillant sur ses fondations, on va dire. Mais là, je ne vais pas spoiler, il faut que vous lisiez mon bouquin. En tout cas, après la guerre, il décide de formaliser tout ça dans des ouvrages. C'est sans doute les ouvrages que vous avez lus. Et je suppose qu'ici, en fait, la plupart du temps, vous avez surtout lu les livres de Freinet plutôt que les... je ne sais même pas combien il y a d'articles. Je pense qu'on est à des milliers d'articles qu'il a publiés dans l'imprimerie à l'école, l'éducateur prolétarien, puis l'éducateur, etc. Moi, je les ai quasiment tous lus, mais bon, c'est un peu un travail de fourmi, donc on n'est pas obligé de le faire. Mais en revanche, effectivement,
déjà pendant la guerre et après la guerre, il va formaliser un petit peu tout ça. Et parmi les livres qu'il compte, hein, c'est pas le premier qu'il sort, mais c'est un livre qui est quand même important, il y a le fameux Pour l'école, alors ça s'appelait pas comme ça, hein, ça s'est appelé comme ça par l'éditeur, mais c'est en réalité l'école française moderne, d'où le mot moderne. Donc l'école française moderne va donner lieu à la publication par les éditions Maspero, hein, des petites éditions aujourd'hui qu'on ne trouve plus, de ce qu'il appelle Pour l'école du peuple. Donc il va tout formaliser. Et je vous dis ça parce que c'est important. Donc là je vous ai mis les titres, hein, des ouvrages qui sont les plus marquants, hein, c'est pas les seuls, hein. Il a écrit. Hein. Pendant la guerre, en fait, il a eu une espèce de soif d'écriture. Donc, École française moderne, essai de psychologie sensible, éducation du travail, etc. Vous devez connaître, conseil aux parents. L'édit de Mathieu, évidemment, les fameux invariants. Hein, c'est le truc le plus petit. En réalité, c'est pas forcément le plus intéressant. Hein, c'est juste l'aboutissement de tout ce qui précède. Mais ce qui est intéressant, en revanche, je crois, c'est que le fait qu'il sorte ces ouvrages a donné l'impression qu'on avait affaire à une méthode aboutie. Et surtout, justement, les fameux invariants. Cette idée que, ça y est, maintenant, c'est un peu comme chez nous la charte de la laïcité. Vous savez, on a une charte. On a la charte de la pédagogie freinée. Voilà. Ça a donné cette illusion-là. Or, tout ce que je vous ai montré, c'est que, en réalité, c'est de l'expérimentation permanente. C'est fait de flux, de reflux, de trucs qui sont tentés, de trucs qui sont formalisés, de trucs qui vont peut-être aussi à certains moments disparaître, mais ce n'est pas une charte. Et ça va être évidemment à la base de toutes les divisions et de tous les conflits que vous connaissez, surtout au moment où il faut élargir le mouvement. Donc élargissement du mouvement avec, après la guerre, la création de l'ICEM, l'Institut coopératif de l'école moderne, qui est une reprise en fait de la terminologie d'un autre pédagogue important qui s'appelait Francisco Ferrer, qui a été fusillé en 1919, dont Freinet était un grand admirateur, hein, et c'est lui qui avait parlé d'école moderne. Freinet dira aussi, c'est parce que je suis très attaché au progrès, à la modernité, donc j'ai voulu appeler l'ICEM comme ça. En réalité, c'est la volonté de créer un très large mouvement, de se distinguer aussi de branches de l'éducation nouvelle avec lesquelles il commence déjà à se disputer, notamment le GFEN. Et ce qu'on observe aussi, c'est une volonté, pour le coup, d'Élise et Célestin, plus d'Élise que de Célestin, mais de privilégier cette fois la pédagogie sur la politique. Et à partir en fait de 1946, donc après la Seconde Guerre mondiale, on sent vraiment une priorité qui est mise au fait de perpétuer et de transmettre cette pédagogie plutôt que de vraiment travailler en fait son potentiel politique. Voilà. D'où toutes les divisions qui peuvent aujourd'hui exister, et d'où le fait, je crois, mais on va pouvoir en discuter ensemble, d'où le fait que certaines écoles ou même certains praticiens peuvent aussi parfois se targuer de la pédagogie freinée, alors qu'en réalité, il n'y a plus aucune dimension politique dans ni leur discours, ni leur pratique. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cet héritage freiné, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet héritage freiné? Je vous ai mis la déclaration de l'ICEM à Angers en 2019, donc c'était il y a 3 ans, un texte très offensif, pour le coup très surprenant, parce que ça faisait quand même des années que c'était bien moumou ce qui se passait. Mais en France, nous avons eu le passage pendant 5 ans d'un ministre de l'Éducation nationale qui s'est pris pour un conducteur de bulldozer et qui a fait que, pour ne pas mourir complètement écrasé, on a dû à un moment donné entrer en résistance. Et cet extrait de l'appel d'Angers, il est à mon avis particulièrement intéressant parce que c'est une forme de réhabilitation du politique dans la pédagogie freinée. Nous appelons à la résistance collective, au sabotage. Alors là, franchement, chapeau, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça dans un texte. Pour refuser ces nouvelles directives, il parle des évaluations obligatoires, non aux réformes Blanquer et à l'accroissement des inégalités sociales. Blanquer est le conducteur du bulldozer, vous avez vu.
Non au fichage des enfants, non à la répression des élèves et des enseignants qui résistent, oui à l'école publique gratuite qui est un conquis social des enfants de la maternelle à l'université, oui à une éducation qui permette à chaque enfant de prendre sa part à l'avenir d'un monde plus juste et plus solidaire. On pourrait difficilement être plus offensif que ça, hein, et réaffirmer des principes fondateurs, hein, en réalité, qui étaient vraiment les principes chevillés au corps de ce couple freiné. Alors aujourd'hui, si on veut s'inscrire là-dedans et si on veut à notre tour trouver une sorte de socle à cette pédagogie freinée pour pouvoir en retirer les guillemets, hein, et pour pouvoir ne pas en faire une méthode justement aboutie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est une proposition. D'abord, assumer cette terminologie de pédagogie populaire. Dans la pédagogie freinée, cette pédagogie s'adresse aux enfants qui ont le plus besoin d'école. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire avec les autres, hein, mais ça veut dire qu'elle est née pour eux et avec eux. Donc, pédagogie populaire. C'est une pédagogie qui ne peut reposer que sur le collectif. Ça, c'est fondamental. Quand je vois, par exemple, l'instruction en famille, on appelle ça l'IEF chez nous, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, l'instruction en famille avec des familles qui, sur leur petit forum ou sur leur petit blog, disent qu'elles font de la pédagogie freinée avec leurs enfants, ça ne va pas. Donc, ça ne peut être que collectif. Voilà. C'est la coopérative d'enseignement laïque, c'est des gens qui se fâchent, c'est des gens qui débattent, c'est des gens qui partagent, c'est des gens qui coopèrent, c'est des gens qui trouvent leur force, justement, et parfois leur force de résister dans ces collectifs-là. Et ils sont multiformes, ces collectifs, hein, surtout aujourd'hui. Vous avez, évidemment, il y a l'ICEM, il y a les collectifs qui sont institutionnalisés, mais pas simplement. Vous pouvez aussi rencontrer d'autres collègues qui veulent appartenir à aucune association, mais en tout cas, voilà, il ne peut pas y avoir de pédagogie freinée sans collectif. Et le collectif, on le tisse aussi avec les enfants. Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas simplement un collectif d'enseignants, c'est aussi un collectif qui est tissé avec les enfants. C'est une aventure, tout ça. C'est une aventure collective. Et si les enfants doivent être impliqués justement dans ce dispositif, dans cette philosophie, c'est aussi parce qu'ils se sentent eux-mêmes pris dans le collectif. C'est également... Alors j'ai mis poursuivre le chemin des pédagogies freinées, on pourrait le coupler avec le second point, d'ailleurs je pense que c'est le PowerPoint qui les a scindés alors que je les avais mis ensemble. C'est-à-dire, au fond, rester dans cette posture de pragmatisme, de routine, de tâtonnement, ce que je disais tout à l'heure. Cette posture qui fait de nous des petits chercheurs et chercheuses, pas un petit, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, des chercheurs et chercheuses permanents. Cette posture qui considère justement, à l'encontre de ce qui a été dit tout à l'heure par Anita en introduction, que non, on ne pourra pas quantifier l'efficacité. Et certainement pas avec les enquêtes d'evidence-based chéries par notre ministère et le néolibéralisme ambiant. Non, on ne pourra pas quantifier. Je ne dis pas que ce n'est pas efficace. Je dis que ça ne se quantifie pas avec des outils qui sont faits pour d'autres pédagogies. Donc, acceptez ça. Acceptez que nous nous placions dans le sillon d'un couple qui, à certains moments de sa carrière, s'est trouvé mis à mal avec sa hiérarchie, s'est trouvé mis à mal avec l'administration, mis à mal en ce qui les concerne aussi avec la police, avec certaines familles, mais a trouvé dans le collectif les ressources pour pouvoir continuer. Accepter qu'on se trompe, accepter que c'est un très long chemin pour vous comme pour les élèves et que c'est justement ça qui fait que, ben oui, une carrière d'enseignant, c'est aussi justement une poursuite permanente de, comment dire, une sorte de but qui nous est donné par une boussole, mais tout en sachant qu'on n'est pas certain d'y arriver. Voilà, merci beaucoup.